Bonjour à tous. Dans ce petit vidéo, nous allons découvrir comment utiliser le logiciel de simulation RealPix Simulator pour visualiser l'exécution de notre programme. Nous savons déjà que le logiciel MPLAB-X nous permet, à travers des watch windows, des file registers, l'exécution pas à pas de notre programme et des breakpoints, de surveiller les valeurs binaires, hexas ou décimales qui circulent à l'intérieur des différents registres affectés par notre programme. Mais pour être en mesure de déboguer beaucoup plus facilement ou de visualiser euh, l'effet qu'auront les différentes instructions de notre programme sur les composants électroniques auxquels notre microcontrôleur sera interfacé, des interfaces électroniques telles que des boutons poussoirs, des LED, des afficheurs 7 segments, des haut-parleurs, il est nécessaire d'avoir un logiciel qui nous permette de placer ces composants virtuels sur une interface de travail et leur assigner en sortie ou en entrée certaines bits de notre microcontrôleur. Donc, c'est ce que le logiciel RealPix Simulator nous permet de faire et c'est ce que nous allons découvrir dans ce petit vidéo. Donc, avant de commencer, j'ai voulu vous présenter ici un schéma qui a été réalisé à l'intérieur, à l'aide, pardon, du logiciel Eagle de la compagnie euh, CADSoft, logiciel que nous allons utiliser cette session pour faire la conception de nos circuits imprimés. Donc, le schéma ici présent est le schéma qui nous permet de tester l'application Miroir que nous avons déjà étudié il y a quelques semaines et l'application Switch to Bin qui vous a été présentée en théorie la semaine dernière. Donc, si nous analysons rapidement ce circuit, nous pouvons constater que nous avons un connecteur ici nous permettant d'alimenter notre circuit ou notre carte de contrôle. Et pour s'assurer que la tension d'alimentation de notre microcontrôleur est bien régulée, nous utilisons un régulateur monolithique 7805 qui nous donnera une tension régulée de 5 volts à sa sortie. Donc, le marqueur VCC nous sert ici à distribuer notre alimentation aux différents points le nécessitant sur notre microcontrôleur. Le condensateur C1 et le condensateur C2 sont en fait des condensateurs de filtrage pour notre alimentation telle que suggérée dans la fiche technique du manufacturier. Le condensateur C1 a typiquement une valeur de 0,1 microfarad et le C2 une valeur de 0,33 microfarad. Nous pouvons constater aussi qu'à la pin 1 de notre 16F877, donc à la pin MCLR pour Master Clear Reset, nous avons une résistance de pull-up qui empêche le microcontrôleur de tomber en reset perpétuel et un bouton poussoir qui nous permet, lorsqu'il est enfoncé, d'amener le niveau de la patin à zéro, donc de faire tomber le microcontrôleur en reset, en redémarrage. Nous avons un cristal de quartz pour les besoins de nos applications. Nous allons nous contenter d'un cristal de 4 MHz. Il est important de se souvenir que pour les microcontrôleurs de la compagnie Microchip, la vitesse d'exécution interne de notre microcontrôleur est égale à un quart de la vitesse est égale à un quart de la vitesse ou de la fréquence de l'horloge externe. Donc, si nous utilisons un cristal de 4 MHz, il est important de noter que la vitesse d'exécution ou la fréquence d'exécution interne de notre microcontrôleur sera de 1 MHz. Donc, pour l'application miroir et pour l'application Switch to Bin, nous avions configuré tous les bits du port B en sortie. Donc, les résistances qui se trouvent ici sont typiquement des résistances de 220 ohms ou de 330 ohms. Et en émettant un niveau logique 1 de 5 volts, nous polarisons les diodes qui sont dont les cathodes sont tous branchés à la masse. De la même façon, nous avons configuré tous les bits du port D en entrée en utilisant
une résistance de pull-down, donc une résistance qui amène chacune des entrées du port D à la masse par défaut, et des deep switch, donc des interrupteurs, tous connectés à VCC, tous connectés à 5 volts. Donc, lorsque les interrupteurs sont fermés, toutes les entrées du port D lisent 0 comme niveau logique, mais dès que nous ouvrons ou nous fermons plutôt un interrupteur un interrupteur, une deep switch, le courant qui est injecté traverse la résistance, crée donc une chute de potentiel, et cette chute de potentiel de 5 volts, évidemment, est perçue comme un niveau logique 1 au niveau du port D. Donc, c'est ce circuit que nous avons utilisé pour tester l'application miroir et l'application switch to bin, et c'est ce circuit que nous allons maintenant être capables de simuler et de visualiser à l'aide du logiciel RealPic Simulator. Donc, j'ai choisi comme application le programme Switch to Bin qui vous a été présenté en classe la semaine dernière, programme qui nous permettait en fait de détecter quel était l'interrupteur connecté sur le port D qui avait été sélectionné, et dépendamment de la position de cet interrupteur, on affichait le code binaire correspondant sur le port B. Donc, si on activait par défaut, excusez-moi, le code, si on activait le premier interrupteur, le code binaire 1 s'affichait. Si on activait le deuxième interrupteur et désactivait le premier, le code binaire 2 s'affichait. Si on activait le troisième interrupteur et désactivait les deux premiers, le code binaire 3 s'affichait, etc., etc. Donc, ce programme nous permettait de voir de quelle manière, en assembleur, nous pouvions implémenter les structures de décision et les structures de répétition. Donc, commençons par nous rappeler à quoi ressemblait l'ordinogramme de ce programme avant d'aller inspecter le code, et pour finir avec la simulation à l'aide du logiciel RealPic Simulator. Donc, voici à quoi ressemblait l'ordinogramme du programme Switch to Bin. Donc, allons-y. Donc, au début du programme Switch to Bin, nous initialisions évidemment tous les bits du port D en entrée, le port sur lequel est connecté les deep switch alimentés à 5 volts et les résistances connectées à la masse. Ensuite, nous initialisions le port B en sortie. Ici, dans l'ordinogramme, nous mentionnons les bits de 0 à 2. Par contre, dans le code, nous avons initialisé absolument tous les bits du port B en sortie. Et ensuite, nous débutions notre séquence de scan. Donc, l'idée ici était de déterminer quel bit en particulier du port D était à 1 pour, suite à ce test, déterminer quelle était la valeur binaire que nous devions afficher sur les LED connectés au port B. Donc, voici. Nous testions le bit 0 du port D, et s'il était actif, s'il était à 1, ben, nous affichions sur le port B la valeur binaire 1, et nous recommencions notre scan. Donc ici, nous voyons une structure de décision suivie d'une action, suivie d'une boucle. Si jamais le bit 0 du port D n'était pas activé, c'est-à-dire que l'interrupteur correspondant n'avait pas été activé, nous allions scanner le bit 2 du port D, donc RD1. Si celui-ci était activé, nous chargions l'accumulateur avec la valeur binaire 2 et nous écrivions cette valeur sur le port B avant de recommencer notre scan. Ainsi de suite pour chacun des différents bits de notre port, B. Donc, vous voyez ici que l'ordinogramme s'arrête avec un scan sur le RD6, donc le 7e bit en réalité
du port, D, alors que dans les faits, notre programme scannait jusqu'au 8e bit, scannait jusqu'à RD7. Donc, voilà pour l'ordinogramme. Ce que nous pouvons constater ici, par contre, c'est que la priorité était toujours au premier bit du port B. C'est-à-dire que si jamais nous avions laissé le RD0 à on, même si nous activions le RD3 ou le RD2, la valeur affichée sur notre port B serait toujours la valeur 1, puisque c'est le bit RD0 qui est toujours scanné en premier. Donc, c'est la valeur binaire correspondant à son état qui serait affichée sur le port configuré en sortie. Donc, voilà pour l'ordinogramme. Maintenant, comment implémenter cette logique dans le microcontrôleur? Nous avons certaines instructions spécifiques qui nous permettent de tester l'état d'un bit en particulier dans un registre en particulier. Et si jamais l'état de ce bit est 1, nous pouvons sauter l'instruction suivante. Ou nous avons d'autres instructions nous permettant de tester un bit en particulier dans un registre en particulier. Et si l'état de ce bit est 0, cette fois-ci, nous pouvons sauter l'instruction suivante. Donc, j'ai nommé les instructions bit test file skip if clear ou bit test file skip if set. Donc, allons maintenant voir le fameux programme. Donc, je vais l'ouvrir dans Notepad++ au lieu de l'ouvrir dans MPLAB. Donc, lisons sa description. Cet exemple a pour but de démontrer la méthode de mise en place d'une structure de décision. Le code scanne un par un l'état des switches ou des interrupteurs du port D. Donc, les interrupteurs connectés au bit RD7 à RB0 et affiche sur le port D en utilisant les bits RB3 à RB0. Pourquoi seulement 4 bits? Ben, c'est que nous avons 8 interrupteurs en fait sur le port D et que pour afficher les valeurs binaires de 0 à 8, en fait, nous n'avons besoin que de 4 bits. Et voilà. Parfait. Il ne doit avoir qu'une seule switch à on. Pourquoi? Nous venons de l'expliquer dans l'ordinogramme. C'est que les bits les moins significatifs ont les priorités les plus élevées. Donc, voici un exemple. Si jamais le bit RD2 était à on, c'est-à-dire le troisième bit du port D, c'est le code binaire 3 qui s'afficherait sur le port B. Un autre exemple. Si le bit RD5, le sixième bit du port D, était à 1, c'est le code binaire 6 qui s'afficherait sur le port B. Donc, regardons maintenant le code. En fait, nous allons diviser notre interface de la manière suivante, question d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Donc, allons-y. Le programme démarre. Nous perdons un cycle d'opération, question de permettre au microcontrôleur de se stabiliser, de s'initialiser, et nous sautons la section de gestion des interruptions que nous verrons dans quelques semaines pour attaquer le programme principal. Donc, initialisation du port B, du port D, initialisation du port D. Donc, nous avons ici appelé les sous-routines call config port B et call config port D que nous avions déjà utilisé lors de la présentation du programme Miroir. Donc, je ne vais pas prendre la peine ici de retourner les voir, mais nous savons rapidement que ces routines font appel à un changement de banque pour avoir accès au registre TRIS B et TRIS D pour y mettre des 0 ou des 1 respectivement si on veut configurer les bits correspondants en entrée ou en sortie. Donc, c'est à travers ces deux sous-routines que nous avons configuré respectivement notre port B en sortie, notre port B en sortie et notre port D en entrée. Parfait. Maintenant,
nous commençons le scan. Donc, nous venons ici tester l'état de RD0. Donc, nous utilisons l'instruction bit test files keep it clear, qui veut dire tester un bit en particulier. Quel bit? Le bit RD0. Dans quel registre? Dans le registre D. Et si jamais le résultat du test est 0, donc si jamais l'état du bit est 0, que voulons-nous faire? Nous voulons sauter l'instruction suivante. L'instruction suivante qui est un go to show 1. Show1 est une étiquette qui nous permet de faire quoi? Show1 est une étiquette qui charge à l'intérieur de l'accumulateur la valeur hexa 1 ou binaire 1 ou décimale 1 et qui ensuite l'écrit sur le port B avant de retourner où? Retourner au début de notre section de scan. Donc, le chemin que nous venons de parcourir à l'intérieur du code assembleur est tout simplement le chemin de RD0 à l'affichage sur le port B au retour vers le début du scan. Si jamais, donc, reprenons, bit test files keep it clear. Donc, si RD0 est égal à 0, on saute par-dessus la prochaine instruction. Donc, on ne va pas afficher la valeur 1 sur le port B. On va plutôt passer au test du prochain bit qui se trouve juste ici. Mais si jamais, ouais, bit test files keep it clear, c'est ça. Donc, si jamais la valeur n'est pas 0, on ne saute pas la prochaine instruction. Donc, on va exécuter la prochaine instruction, ce qui va nous amener, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à l'étiquette show, qui a la responsabilité de faire quoi? Qui a la responsabilité d'afficher la valeur 1 sur le port B. Et vous aurez compris que le mécanisme que nous venons de voir dans la première boucle juste ici est le mécanisme qui se répète pour le deuxième bit du port D, pour le troisième bit du port D, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà comment fonctionnait le programme Switch to Bin. Maintenant, comment pouvons-nous prendre ce programme et le simuler hors de MPLAB? Donc, allons tout d'abord voir ce que MPLAB génère comme fichier pour nous. Donc, encore une fois, donnez-moi quelques secondes. Exemple de code. Voilà, voilà. Lorsque vous compilez un programme dans le logiciel MPLAB, le logiciel vous génère dans le répertoire de projet une série de fichiers de dossiers comme celui-ci. Dans le dossier dist, vous avez un dossier défaut et dans le dossier défaut, vous avez un dossier production et dans le dossier production, vous avez un code hexa qui en fait contient en hexadécimal la série de codes ou d'instructions qui doivent être envoyés au microcontrôleur. Donc, c'est de ce fichier que le logiciel RealPIC Simulator a besoin pour être capable d'effectuer sa simulation. D'ailleurs, allons sur l'Internet quelques secondes et prenons la peine de faire un peu de publicité pour cette compagnie. RealPIC Simulator, donc un magnifique petit logiciel, pas trop coûteux. Donc, RealPIC Simulator, comme vous le voyez ici à l'écran, contient une série d'outils visuels, des LED, des boutons poussoirs, des potentiomètres, des afficheurs 7 segments, et nous permet, en fait, tout comme MPLAB, d'exécuter le code pas à pas, zoomons un peu, donc d'exécuter le code pas à pas, d'observer la mémoire de notre microcontrôleur, d'observer les variables, etc., etc., etc. Donc, sans plus attendre, voyons voir comment utiliser RealPIC Simulator. Donc, nous allons nous débarrasser de ceci et peut-être garder le schéma à l'écran, question de
faire nos branchements correctement. Donc, allons-y. Je vais sans plus tarder ouvrir RealPix Simulator, programme, RealPix Simulator. Voici. OK. Voici à quoi ressemble le logiciel RealPix Simulator. Donc, la première chose à faire est la suivante. Nous allons aller sur File. Nous allons aller sur Load X. Donc, on nous demande de charger le fichier exa qui a été généré par MPLAB ou autre compilateur. Donc, sur le bureau, j'ai un dossier à l'intérieur duquel, pour le dossier switch to bin, se trouve le fichier exact que je vous ai présenté tout à l'heure. Et lorsque je le charge, vous pouvez voir que le code en assembleur que nous avons visualisé tout à l'heure a été chargé directement à l'intérieur du logiciel. C'est exactement le même code. La seule chose qui a disparu en réalité, ce sont les commentaires. Donc, une fois que le code est chargé en mémoire, nous allons aller, en fait, faisons un tour d'horizon. RealPix Simulator nous permet d'observer la mémoire EEPROM, mémoire EEPROM contenue à l'intérieur de notre microcontrôleur que nous n'avons pas exploité jusqu'à présent, mais que nous attaquerons bientôt. Il nous permet de voir le memory map, donc l'organisation de la mémoire de notre microcontrôleur, les différentes banques avec les registres et leurs adresses, et le contenu actuel de ces registres. Ensuite, nous avons la section des variables qui ne nous intéresse pas trop aujourd'hui. Nous avons le processeur, donc une page qui nous permet d'avoir une vue globale, si on veut, des caractéristiques de notre professeur et de notre professeur, pardon, et de son pinout. Et ensuite, nous avons la section qui a le plus d'intérêt pour nous, la section visuelle, la section à l'intérieur de laquelle nous pouvons configurer nos éléments visuels pour notre simulation. Donc, ce que je vais faire ici, puisque nous avons plusieurs LED branchées sur le port B, donc c'est que je vais venir choisir ce qu'on appelle dans ce logiciel un LED bar, et voici comment configurer les LED. Donc, vous cliquez sur la LED qui vous intéresse, vous choisissez Pin Select. Nous voulons configurer le bit 0 du port B, et nous voulons le configurer de quelle manière? En recliquant sur la même LED, on va sur Active. On veut que cette LED-là soit active sur les niveaux logiques 1. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons défini électriquement. Nous voyons que quand les bits du port B affichent un niveau logique 1, ben, à l'anode de nos LED, les cathodes étant connectées à la masse, les LED sont polarisées en direct, donc elles s'allument. Donc, c'est ce que je vais faire rapidement pour, en fait, allons-y, ici, ici et ici, pour les 3 premiers bits de notre port, pour les 4 premiers bits de notre port B, puisque nous savons que nous n'affichons que les codes binaires de 0 à 8 correspondant aux 8 interrupteurs pouvant être activés ou non. Ensuite, je vais aller chercher des boutons poussoirs. Donc, premier bouton poussoir ici. Comment configurer un bouton poussoir? En cliquant sur le petit rectangle, Pin Select. Donc, nous allons alors aller choisir le port D, le bit 0 du port D, et si nous tapons sur Type, nous pouvons choisir si c'est un bouton normalement ouvert ou normalement fermé. Donc, ce que je veux, c'est que à l'état normal, lorsqu'il n'y a aucune pression sur le bouton, il simule un état 0, et quand nous appuyons sur le bouton, il simule un état 1. Exactement comme les interrupteurs se trouvant dans notre schéma. Quand ils ne sont pas activés, les entrées du port D sont connectées à la masse, et quand nous les activons, il y a une chute de tension qui connecte ces entrées au symbole. Revérifions. Oui, super. Donc, allons en chercher un autre. Voilà.
pin select, D1 et le type, encore une fois, normal. Allons-y. On va accélérer un peu le pas. 2, le type normal. Vous constatez que sur les boutons poussoirs, nous pouvons voir le nom du port et le bit représenté par ce contrôle, ainsi que l'état par défaut qui est normalement ouvert ici. Donc, allons-y avec le 4e bit du port D, qui est le 3, et mettons-le ici. Ensuite, le 5e, D, voilà. Le 6e, port D, le type, l'avant-dernier, encore une fois, le port D, et le fonctionnement que nous désirons, et le dernier, mais non le moindre, le port D, et le fonctionnement qui nous intéresse. Donc, nous allons travailler de deux manières ici. Si je vais dans Program Memory et que je lance le programme, mais vous allez constater que parfait. Donc, si nous avions un programme en fait qui tourne en boucle et qui ne testait pas spécifiquement des bits d'un port, nous pourrions en fait exécuter notre programme ici pas à pas. Au fur et à mesure que nous ferions des step into, nous verrions un peu comme avec les breakpoints dans MPLAB, la ligne bleue ici, descendre de ligne en ligne, nous permettant de voir comment déroule l'exécution de notre programme. Mais allons-y de manière visuelle. Donc, si je sélectionne le premier interrupteur, je vois bien que c'est le code binaire 1 qui est affiché sur mon port. Si je sélectionne le deuxième interrupteur, c'est le code binaire 2. Le troisième interrupteur, le code binaire 3. Le quatrième interrupteur, le code binaire 4. Le cinquième interrupteur, le code binaire 5. Le sixième interrupteur, le code binaire 6. Le septième interrupteur, le code binaire 7, et le huitième interrupteur, le code binaire 8. Donc voilà comment, d'une manière très simple et très visuelle, nous allons pouvoir utiliser tout au cours de la session, avant de commencer à implémenter, à transférer nos programmes à l'intérieur du microcontrôleur, le logiciel de simulation RealPix Simulator pour valider le fonctionnement de nos programmes. Merci beaucoup et à la prochaine.